Bonjour Eric, comment vas-tu? Salut, c'est ça va bien toi? Ça va, merci et bonjour à tous et merci de nous suivre. Et aussi merci à notre sponsor Jeux Face à Face. En passant, tous ces produits qu'on va vous parler se trouvent bien évidemment sur leur site faceaface.com. On vous avait promis un petit top de Zendikar sur notre précédente vidéo concernant les annonces Wizard, que vous pouvez regarder bien évidemment sur notre chaîne. Eh bien, chose promise, chose due, il faut le reconnaître, un petit peu en retard, mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on va pouvoir faire un top justement après les tournois et autres bannis, une Oui. sorte de post-top Zendikar. Donc au menu, un top des communes et incommunes, suivi d'un top mythique et rare, et top de tout ce qui nous fait plaisir, à savoir la carte la plus belle, la carte la plus moche, la section qui me tient à cœur, effectivement, les beaux noms de cartes françaises. Mais avant tout, Eric, après tous ces événements sur Zendikar, qu'est-ce que tu en penses de cette extension? Je suis ambivalent pour l'instant parce que quand on joue standard, maintenant sur Arena, il y a quelques cartes de Zendikar Rising qui ressortent, tout ça. Mais c'est pas une vague de cartes qui ressort. C'est comme si j'ai l'impression qu'on va devoir attendre la prochaine extension pour se faire une idée de la valeur que Zendikar. Parce que pour l'instant, on s'entend, il y a quelques bonnes cartes, on va en parler tantôt. Mais en ce moment, quand on regarde les decks standards, il y a un peu de tout. Il y a un peu d'Ikoria, même qu'Ikoria, je trouve qu'il a pris un petit peu plus de place. Mais on voit encore beaucoup Throne of Eldraine et M21 qui est encore très présent. Donc, j'ai l'impression que Zendikar prend un petit peu de place, mais on ne s'attend pas à ce que ça soit ça qui domine le standard actuellement. Alors, je rejoins pleinement, Eric. Effectivement, ce que je pense, c'est que le bannissement de Omnath a fait du bien au standard. Il cassait tout, là, c'était horrible. Comme tu le mentionnes, actuellement, il n'y a pas tant de cartes de Zendikar. Je dirais que les seules cartes qu'on retrouve, c'est effectivement ce qu'il y a de meilleur de Zendikar, à mon avis, c'est les terrains modulars, les terrains qui soit sorcery ou soit terrain. C'est un peu dommage aussi, il y avait quand même d'autres bonnes cartes, comme Nahiri. Il y avait des belles promesses avec cette carte-là, mais ça reste quand même une très bonne carte. Et comme tu dis, ces cartes-là n'ont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds. Peut-être à la prochaine extension, pourquoi pas. Mais alors, quelles sont les cartes qui restent sur la table et qui font plaisir à jouer de cette extension? Allez, on y va avec notre petit top 3 des communes et incommunes. Vas-y, Bombo, Eric, c'est quoi ta carte en position 3 pour les communes et incommunes? C'est une carte bleu-noir, Soaring Thief. La carte est une Human Rogue. Rogue va être très important pour surtout ceux qui font des decks avec Parté, qui est une carte qui est flash, flying. À chaque fois que ton adversaire a 8 cartes ou plus dans son graveyard, tous tes rogues ont +1, +0. Et à chaque fois que 1 ou plus de rogues attaque, chaque adversaire mille 2 cartes. Cette carte-là est jouée constamment. Qu'est-ce qui est positif? C'est qu'elle a 3 de défense. Oui. Donc, admettons, 2 de dommages, un instant 2 de dommages à cette carte-là, elle ne meurt pas. Elle est dure à tuer, je pourrais dire. Elle est en flash, déjà là, qui est bon. Flying, qui coûte 2. Oh mon Dieu, c'est l'aubaine de l'année. Cette carte-là est magnifique. Elle va être jouée. Et rappelez-vous de cette carte-là. Le monde va s'en rappeler dans 5 ans. Et comme tu dis, c'est un bon investissement parce qu'au final, elle-même peut déjà faire miller l'adversaire. Donc, dès les premiers tours, tu vas commencer à faire miller ton adversaire. Ouais, c'est très fatigant. Pour mon 3, j'ai choisi en plein roulis. Alors, c'est un instant, un bleu, un incolore, qui a kick pour un bleu, un incolore. Donc, au final, 4, si on la kick. Vous renvoyez un permanent dans terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Donc, on parle bien d'un permanent, ce qui est très fort. Et si ce sort a été kické, vous piochez une carte. Alors, on aime ça. Renvoyer et gérer du permanent en éphémère, qui va cracher là-dessus? Il n'y a personne. Ce que j'aime aussi de cette carte-là, c'est qu'elle est situationnelle. Donc, très vite, dans les premiers tours, tu peux jouer le renvoyer le permanent dans les 2 premiers tours. Et si tu l'as dans la main plus tard, et ben c'est pas grave, tu vas pouvoir la kicker en éphémère. Et en plus de ça, piocher une carte derrière. Il n'y a rien de perdu dans cette carte, c'est merveilleux. C'est une carte aussi qui est une carte jumelle à clin d'œil, qui fait exactement la même chose. Et ce qu'on aime en EDH, c'est avoir plusieurs cartes qui font la même chose et de très bonnes choses. Passons tout de suite au numéro 2. Quelle est ta deuxième carte commune incommune dans ton top? Oui, qui est Brushfire Elemental. C'est sûr, c'est sûr. Un rouge, un vert, qui est un élémental comme le nom dit de la carte, c'est une haste. Elle ne peut pas être bloquée par les créatures qui ont un pouvoir de 2 ou moins. Et elle a la mécanique Landfall, qui est honnêtement une de mes mécaniques préférées de tous les temps, qui dit qu'à chaque fois qu'il y a un terrain qui arrive sur le battlefield, la créature, Brushfire Elemental, elle a +2, +2 jusqu'à la fin du tour. Donc, techniquement,
on pourrait avoir au tour 3 une créature qui arrive sur le terrain avec haste, avec 5/5. Parce que n'oubliez pas qu'il y a Evolving Wild, Fable Passage, donc ça compte 2 fois dans le même tour. Et on s'entend qu'au tour 3, c'est assez rare que ton adversaire va avoir une créature qui a un power de 3 ou plus sur le battlefield. Fait que c'est pratiquement 5 de dommages à ton adversaire au tour 3. Juste un petit bémol, c'est quand même 2 couleurs, donc ça impose un style de jeu, un Grul, il faut être honnête. Incorporé dans un EDH Grul avec les Fetchlands, ça fait juste pimper comme pas possible cette carte. Pour mon top 2 des communes incommunes, j'ai choisi une carte bleue qu'on voit de plus en plus. C'est Vision de 6 lundi. Alors, c'est un instant. Je regarde les 6 premières cartes de ma librairie, je révèle un instant en sorcery, je la mets dans ma main et je mets le reste en dessous dans un ordre random. Ce que j'aime de cette carte, c'est un scry de 6 quand même pour 3. Instant et sorcery, donc ça s'incorpore très bien dans les jeux bleus. Et c'est surtout un instant, donc ça c'est très 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 bien. Ce qui la rend surtout forte, c'est effectivement ce genre de carte modulaire, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'un terrain, en bleu en plus, eh bien voilà le terrain qui me manquait. Très très bonne carte. On la voit de plus en plus en standard dans les jeux contrôle, aussi en commander. Ton top 1, Eric, des communes et incommunes, c'est une landfall et c'est Fearless Fledging. Pour ceux qui ont eu l'honneur, je pourrais dire, d'affronter quelqu'un qui en avait 2 ou 3 dans son deck et qui commence à jouer ça, vous devez sortir ça le plus rapidement possible. Un incolore, un blanc, qui a Landfall. Landfall qui dit, à chaque fois que le terrain rentre, tu mets un compteur +1, pas jusqu'à la fin du tour. Un compteur +1 et elle a flying jusqu'à la fin du tour. Si elle ne part pas rapidement du battlefield, ça ne va pas bien. Cette carte-là qui a l'air anodine ne l'est pas. Ne jamais sous-estimer Fearless Fledging. Et ça, si vous avez un removal, enlevez ça de là. Et je splasherais même pour la jouer. Pour la jouer. Ah ouais, tu splasherais pour la jouer. Je splasherais pour jouer cette carte. Ah, ok, très bien. Ouais. Tu as raison, c'est très très bon. Même si l'image est complètement rigolote, faut pas la sous-estimer définitivement. De mon côté, j'ai été un peu vers des valeurs sûres. J'ai choisi Swap de la chef de sang. Pour 1 noir, détruisez une cible, créature ou planewalker, coût converti de mana inférieur ou égal à 2. S'il a été cliqué pour 3, tu la détruis tout simplement. C'est tellement fort. C'est une carte c'est le genre de carte qu'on adore, très versatile. Premier tour, je veux me débarrasser par exemple du Scavenging Ooze, et en plus de ça, si plus tard dans late game tu as besoin d'une destruction pour 4, tu peux même détruire des Planewalkers. Pas trop mal ce top. J'aime beaucoup tes choix de cartes, Eric. On va voir justement ce que tu as choisi pour notre top 3 mythique et rare. On a choisi de regrouper mythique et rare parce que dans cette extension, bizarrement, les mythiques sont pas si bonnes que ça et il y a beaucoup de rares qui en valent plus d'une de mythique. Vas-y Eric, c'est quoi ton top 3 rares mythiques et celui qui a la 3e place? Oui, qui est Philidor Retreat, qui est un enchantement qui coûte 3 incolores, 1 blanc, que l'habilité Landfall. J'ai dit tantôt que j'aimais cette habilité-là et elle revient. À chaque fois qu'un terrain qui arrive sur le battlefield, tu choisis. Soit tu crées un token 2/2, un shot, beast, ou que tu mets un compteur +1/+1 sur toutes tes créatures et elles ont vigilance jusqu'à la fin de ton tour. Mais qu'est-ce que c'est fort? Et je dois dire, quand on avait joué ensemble, tu n'avais pas une fois cette carte-là, tu l'avais 2 fois. C'était, pour vous dire, c'est une carte qui est exceptionnelle déjà quand quelqu'un l'a une fois. Quand quelqu'un l'a 2 fois dans un scellé, ça va pas bien. Les decks blancs en ce moment la jouent quand même. Je l'ai vu plusieurs fois. C'est pas négligé. Elle n'a pas une valeur exceptionnelle, mais elle fait le travail. Et aussi le fait que c'est des compteurs. Il ne faut pas négliger. Les compteurs sont toujours plus puissants que quand tu as une carte qui dit que tu as +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ça part après. Tandis que le compteur, il reste. Ce que j'aime aussi de cette carte-là, c'est qu'elle coûte juste 1 blanc. On peut la jouer dans pas mal de decks. Moi, j'ai choisi Skyclave Apparition, je vais le dire en français, qui est un core spirit. Quand il rentre en jeu, il exige jusqu'à une carte, no token, permanent, et no land, bien sûr, que tu contrôles pas et qui a 4 et moins. Quand il quitte le champ de bataille, l'adversaire crée un XX illusion bleue créature, où X est le mana cost de la carte exilée. C'est une carte qu'on voit de plus en plus jouer. Alors effectivement, c'est destiné à du blanc, à cause, comme on disait, des 2 blancs. C'est une très bonne carte de gestion. La carte est exilée définitivement, ce n'est pas comme un Oblivion Ring. En contrepartie, l'adversaire récupère un token. Je veux dire, tu vas
enlever une carte qui a des capacités très intéressantes pour lui laisser un pion 4/4 sur la table. Je dis oui, j'adore ça. En plus de ça, si tu exiles une carte avec un X dans le mana cost, le X ne compte pas. Pour ta deuxième carte de ton top 3, qu'as-tu choisi, Eric? Les Planewalkers, ça a toujours été quelque chose qui est fort. Dans la très grande majorité des cas, des fois, on a des petites exceptions. Nissa of Shadow Bolt. Je ne sais pas, je le dis comme il faut, là, j'avoue qu'on ne voit pas ce mot-là. C'est un Planewalker légendaire qui Nissa, que, oui, l'habilité Landfall, que je parle depuis tantôt, qu'à chaque fois qu'un terrain qui rentre sur le battlefield, on met un compteur de loyauté sur Nissa. Son +1, on détape un terrain qu'on contrôle et elle peut devenir un 3/3 élémental avec haste et mana jusqu'à la fin du tour. Et le -5, qu'on peut mettre une créature avec un mana cost qui est plus petit ou égal au nombre de terrains qu'on a sur le battlefield, soit de notre main ou du graveyard, ne l'oubliez pas, avec 2 compteurs +1/+1 dessus. Et si vous faites le calcul comme il faut, c'est une des rares Planewalkers que je connais que son Ultimate, qui est le -5, peut être joué le tour qu'elle a mis sur la table. Et sans détruire le Planewalker. Hein. Exactement. Et qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que si tu joues ça en fin de partie, tu devrais avoir beaucoup de terrain ou quoi que ce soit. Et tu peux aller chercher une créature de ton graveyard. Mettons, tu as une créature qui était forte, qui était victime d'un removal. Tu peux aller la rechercher et tu mets 2 compteurs +1/+1 dessus. Oh mon Dieu. C'est sûr que est un petit peu, la coche est un petit peu plus basse que Nissa ou Shakes the World, que ça c'était abusif, que tu disais le terrain c'était un 2/2 de mémoire, ou c'était un 3/3, mais elle restait sur le terrain. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'elle, techniquement, elle n'est plus une créature à la fin du tour. Ils ont un peu diminué les niveaux des Planewalkers suite à World of Spark. Et petit détail, c'est la première fois que Nissa a la couleur noire dans son mana cost. Et oui. De mon côté, pour ma numéro 2, j'ai choisi effectivement Omnath. Alors oui, effectivement, Omnath, tout le monde le sait, est bannie en standard. Mais elle reste très forte. 4/4 pour 4 couleurs. Légendaire. Peut-être jouer en commandeur. Quand elle arrive en jeu, tu pioches une carte. Landfall. Un terrain arrive en jeu pour la première fois, je gagne 4 points de vie. Deuxième fois, je récupère les 4 manas que j'ai dépensés. Je dis au final, je l'ai gratuite et j'ai pioché gratuitement. Et jouer 2 terrains sur un tour, c'est facile. C'est facile. C'est facile actuellement, c'est tellement facile. Et en plus de ça, je veux dire, le troisième, c'est fait des dommages à tous les opposants, 4 de dommages et Planewalker. On ne peut pas ne pas la citer. C'est tellement fort. Et ça l'a prouvé parce qu'effectivement, ça a été très vite banni en standard. On passe tout de suite à la dernière carte de notre top 3. Qu'est-ce que tu as choisi comme top numéro 1 des rares et mythiques, Eric? Oui, ma top 1, qui est selon moi la carte de l'extension, c'est Maul of the Skyglade. Maul of the Skyglade, qui est un équipement. Quand elle rentre sur le battlefield, tu l'attaches gratuitement à une créature que tu contrôles. Elle a +2/+2, Flying et First Strike. Et selon moi, c'est le meilleur équipement que Magic a sorti. Puis je pense que c'est Mark Emberclave depuis la carte, l'équipement Godsend qui est sorti dans Journey into Nyx, qui est une carte qui donnait +3/+3, puis à chaque fois une créature te bloquait, tu l'exilais à la place, ça c'était trop fort. Mais ça, +2/+2, Flying First Strike. C'est extraordinaire, ça. Selon moi, c'est un des bons équipements qui est sorti dans les dernières années. Là. C'est merveilleux. Puis qu'est-ce que je trouve fascinant, cette carte-là monétairement, coûte pas cher en ce moment. Là, Eric, tu t'engages. Cette carte-là va valoir des sous dans pas longtemps. J'ai l'impression que la valeur de cette carte-là va monter. Très bien, tu l'as dit. On verra ça dans les années suivantes. Pour mon top 1, c'était pas évident parce qu'effectivement, ces top 3 sont un peu courts. Il a fallu faire un tri. Donc, mon cœur peut balancer entre les cartes modulaires. Elles sont formidables. Tout le monde va vous le dire. Celle que j'ai un petit coup de cœur, c'est effectivement la noire. C'est un sorcery modular, X 3 noirs, retourne du graveyard sur le champ de bataille, un nombre de créatures de cartes avec des coûts de mana différents et des coûts inférieurs ou égaux à X. C'est très bon pour, admettons, 6 mana. Je vais avoir une créature 3/2/1 sur la table. On aime ça. C'est gratos. C'est du card advantage comme pas possible. C'est génial. Et en plus de ça, la magie de cette carte-là, c'est effectivement qu'elle est modulaire. Donc, elle peut rentrer en mana noir, détapé. Ces cartes-là sont très fortes. Mais en ce qui me concerne, pour moi, la meilleure carte de Zendikar, ça reste quand même le Lotus Cobra. Lotus Cobra pour 2, 1/2/1. Landfall, qui est une capacité, comme tu le signalais, très très forte de Zendikar. À chaque fois qu'un terrain rentre en jeu, tu récupères du mana de n'importe quelle couleur. Je dis, waouh,
génial, quoi. Donc, elle fait plaisir. Et en plus de ça, elle va rester dans la rotation. Donc, on va la voir très souvent en vert. On ne va pas finir là-dessus. On s'est permis un petit coup de cœur. Alors, vas-y, mon beau Eric, c'est quoi tes petits coups de cœur dans cette extension? Il y en a deux. J'en Ah, ai choisi une qui était peut-être plus dans la série commune, incommune, puis l'autre rare et mythique. Mais tantôt, on parlait des decks 1000, le Rune Crab. ouais. Je vous l'explique, qui est un crabe, bien entendu, avec l'habilité Landfall, grande surprise, qu'à chaque fois que tu as un terrain qui arrive sur le battlefield, ton adversaire ne mille pas une carte, il n'en mille pas deux, il en mille trois. Que ta carte soit une 0-3, tu n'attaqueras pas avec. Ah. Elle va rester tranquille. C'est quasiment un enchantement, cette carte-là. Comme tu dis, c'est solide. Premier tour 0-3. Tu vas pas dépenser un removal là-dessus dans les premiers tours, jusqu'au moment où tu comprends que cette carte est très, très fatigante. Oui. Et c'est quoi ta deuxième? C'est un terrain qui est un terrain rare, qui est Crawling Barrens. Crawling Barrens qui donne, oui, un terrain incolore, mais c'est l'autre truc que je trouve excellent, qui coûte 4 et pas besoin de la taper. Quand tu mets 2 compteurs +1/+1 dessus, elle peut devenir ils disent un 0-0 élémentaire parce que c'est le nombre de compteurs qui va faire office de son attaque et sa défense. Jusqu'à la fin du tour, elle est toujours un terrain. Donc, avec cette carte-là, tu peux payer le 4. Tu sais, quand on dit avant la fin de ton tour, tu payes 4, et là, c'est une 2-2, et là, t'attaques, pas t'attaques, c'est rendu ton tour. Tu peux la réactiver. Parce que tu n'as pas besoin de la taper. Non. Donc, cette carte-là peut devenir une 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 assez rapidement. Ah, c'est merveilleux cette carte-là. C'est très très bon. Ça fait gagner des parties. Voici nos petits coups de cœur. On va passer à un coup de gueule. Effectivement, un petit coup de gueule pour Wizard qui nous fait perdre des rares dans les sets de temps en temps avec des rares qui veulent vraiment pas le coup. Je pense que la pire carte de Zendikar, c'est Wayward, Guild Beast, un rouge, 2-2, Trample Ace. Ça vend du rêve jusqu'au reste du texte. Quand il attaque et qu'il fait des dommages à un joueur, tu ramènes un terrain que tu contrôles dans ta main. Waouh, que c'est mauvais! En gros, tu mets la créature de 2 les premiers tours, tu es super content. Tu attaques avec parce qu'elle a Ace, sinon à quoi ça sert Ace? Tu infliges 2 dommages à l'adversaire. Puis le rouge qui t'a servi pour payer cette créature, tu la remets dans ta main. Il y a un problème, les gars. L'inconvénient ou la contrainte de Magic, ça reste quand même les terrains. Si tu commences à devoir enlever les terrains sur la table, c'est très très mauvais. On passe tout de suite au top de la plus belle carte du set de Zendikar. Quelle est ta plus belle carte, Eric? Là, je vais faire plaisir aux historiens. Ma plus belle carte, je la trouve belle au niveau esthétique et aussi pour l'histoire qu'elle a. C'est Forsaken Monument. Mais cette carte-là fait référence à quelque chose qui n'est pas présent dans le set actuellement, mais que c'est dans l'histoire de Zendikar, qui sont les Eldrazi. Mark Rosewater, le designer en chef de Magic, quand il a créé Zendikar Rising, il voulait recréer l'expérience de Zendikar. Et ça a été décidé de ne pas remettre les Eldrazi parce que je pense que l'expérience des Eldrazi dans Battle for Zendikar et Out of the Gatewatch ont été hyper atroces, à part pour une créature qui était Ulamog de 6/6 Anchor, qui était merveilleuse, mais qui était trop forte. Là. Trop forte. Mais cette carte-là fait comme un petit aparté ou un petit clin d'œil aux Eldrazi. Où on voit justement l'ombre d'un Eldrazi au loin dans le terrain. C'est vraiment beau. En ce qui me concerne, je suis très très fan de Willie Baker qui nous a servi deux, trois bonnes cartes. Soul Shatter qui permet de sacrifier, qui est très bonne carte aussi en rare, et Tward de Grave qui est vraiment aussi très intéressant en uncommune, qu'on n'a pas parlé, mais qui est très bon, qui permet aussi, encore une fois, de ramener des cartes du cimetière. On aime ça quand c'est gratos. Le dessin de la dessinatrice est vraiment très, très beau. Son style, un peu aquarelle, avec des traits forts sur les arêtes, j'adore. Elle était déjà là sur 2 autres précédentes cartes, comme Finish Blow pour la M21, et on la retrouve aussi sur un showcase de Fate of Witches. Pourvu que ça continue. Qui n'est pas pour toutes les cartes de l'extension. Il y a des cartes un peu plus
des dessins un peu plus particuliers. Effectivement, et tu fais bien de le mentionner, on passe à notre petit top des plus moches cartes. Alors, j'ai choisi 2 cartes, Zof Consumtion, où on voit une sorte de bestiole se faire sucer le sang comme pas possible par des moustiques. Tu fais des cauchemars avec ça. Ça me rappelle des fois des vieilles cartes où les Ah dessins ouais. en noir étaient horribles, hein, sérieux. Oui. Si, admettons, vous voulez vous payer la traite, allez sur DC puis voyez les premières extensions de Magic, les cartes noires, là. Il y avait de l'imagination, là. Attention, hein, je ne dis pas que le dessin est mauvais, au contraire, le dessin est tellement bien C'est fait ouf. qu'au final, on ressent vraiment cette scène horrible. Après, j'en ai choisi une autre qui est vraiment aussi ridicule, malgré que les cartes sont très très belles chez Zendikar. C'est le Kabira Outrider. Oh mon Dieu, un super humain warrior sur un gros morceau de poulet. Non, merci Wizard. Très bien, il dessine très bien, mais le poulet, là, c'est moyen quand même. Allez, on passe à notre dernier petit top, le top des noms étranges en français. C'est parti. J'ai choisi Zaredzal, le rotor. Qu'est-ce qu'un rotor? Je sais ce que c'est un roteux, mais un rotor, alors là, j'ai regardé. Un rotor, c'est un adjectif qui désigne qui a été retordu. Voilà, un fil retors, un fil qui a été retordu. Ok, bon, ça ne fit pas trop avec Zaret, qui est quand même une bonne carte en passant, donc il faut aller chercher son deuxième sens. C'est au sens figuré quelque chose qui désigne quelqu'un de plein de ruses, d'une habileté tortueuse, comme un synonyme, un malin. Oh, simplifie-toi la vie, mon cher. Donc, la carte aurait pu s'appeler Zaretsen, le malin, et ça serait la même chose. Et ça aurait été extraordinaire, ça aurait suffi, on n'en aurait pas parlé. Je me suis amusé aussi à regarder les prénoms français les plus longs. Alors là, c'est parti, j'en ai choisi un qui n'est pas tout à fait le plus long, mais je trouve que le nom est extraordinaire, c'est la prêtresse du fléau en maraude. Waouh! Allez, il a fallu chercher celui-là, les gars, mes félicitations. 29 lettres en passant. Le top 2 des plus longs, c'est le Seigneur du Bourbier de Guhul Draz, un magnifique crocodile. Ouf. Et le top du top, 40 lettres, messieurs et mesdames, attention, Grak Gueule, dévastateur du Fort Céleste. On croirait un bouquin. C'est tellement long que, comme tu disais, ils ont rapetissé les lettres. L'écriture. C'est extraordinaire, j'adore. Mais quand même, il ne faut pas cracher tout de suite sur les Français. C'est quand même pas évident de traduire tout ça. Et mes félicitations quand même. Parce qu'on s'entend que les cartes sont faites en anglais avant. Ouais. Donc, les Français doivent traduire après. D'après moi, les Français ne sont pas sollicités pour les noms. Fait qu'ils font ce qu'ils peuvent. Donc, Ils nous gâtent. Merci. oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, ça s'achève. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Encore une fois, merci à notre sponsor. Et puis, on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, bien sûr, sur Commander Legend, qui est une extension, on va dire, ou un produit très, très intéressant, à tel point que les booster drafts sont difficiles à trouver en magasin à l'heure où on fait la vidéo. Oui, on va en reparler, mais jusqu'à maintenant, les cartes ont beaucoup de valeur et c'est des très, très belles cartes. Je me souviens qu'on a fait la vidéo, on était comme, on a hâte de voir ça, mais tu sais, nos attentes étaient. On avait hâte, mais là, j'ai plus que hâte. Là. Ça va faire plaisir. Donc, merci beaucoup. Et puis, Oui. à plus tard. Salut! Portez-vous bien.